Bonjour à toutes et à tous. Il est 16 h, je vous propose qu'on commence. Juliette Auricos, je suis la directrice du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je vais commencer par quelques petits rappels qui sont affichés à l'écran par ailleurs. Je pense que vous connaissez tous maintenant les bonnes pratiques, mais je vous invite à couper votre micro lorsque vous ne parlez pas. Privilégier les questions dans le chat. Vous avez commencé à dire bonjour, bonjour à tous. On fera des sessions de questions-réponses et on reformulera et on reprendra vos questions. Donc, pas d'inquiétude, elles seront bien abordées lors des temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à compléter dans le chat tout au long des présentations et au fil de vos des interrogations, des remarques que vous pourriez avoir à faire. Cette session est enregistrée. De rendre sa vidéo disponible pour ceux qui n'auraient pas pu se rendre pour participer à ce webinaire. Du coup, si jamais cela vous posait la quelconque difficulté, je vous invite à couper votre vidéo si vous ne souhaitez pas risquer d'apparaître sur la vidéo. Et voilà. Et donc, le replay sera ensuite disponible, ainsi qu'à la fois le document le support de présentation qui vous sera diffusé et une sorte de relevé de discussion avec les questions-réponses autour desquelles nous aurons pu échanger. Ceci étant dit, donc, c'est le troisième webinaire de la semaine et le troisième webinaire dans la vie du programme de décryptage de l'offre de services. Nous allons, on verra en fonction de vos retours, mais on envisage de reproduire ce type de support en 2021 sur d'autres sujets. Nous nous sommes déjà vus pour certains et je reconnais quelques visages qui commencent à m'être familiers, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Mardi, nous avons eu une première heure d'échange sur un panorama de l'offre de service. C'était un petit peu rapide, mais c'était pour vous donner un peu un aperçu un peu plus concret du catalogue qui est déjà en ligne. Et nous avons échangé mardi après-midi autour des mesures de soutien d'urgence au commerce, avec en particulier une présentation détaillée des offres de la Banque des territoires. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons un temps d'échange autour d'un thème très important, d'un pied important qui est l'ingénierie, et en particulier le chef de projet, qui est à la fois une personne, un homme ou une femme placée auprès des élus, et qui est également une mesure assez phare du programme Petite Ville de demain, puisque dans le cadre du programme est prévue une subvention à hauteur de 75% de ce chef de projet sur la durée du programme. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez vaste, c'est de se concentrer sur un chef de projet, pourquoi faire, quelle est sa mission, quel est le retour d'expérience qu'un élu peut avoir sur ce type de poste, ses apports, ce qu'on peut en attendre. Un chef de projet qui va aussi également témoigner sur ce qu'il a pu faire, puisque c'est un dispositif qui a été testé notamment dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg, qui accompagnait une cinquantaine de collectivités depuis 2014. Donc, on vous propose un témoignage à deux voix et je les remercie très chaleureusement des collègues dans la Haute-Marne, donc du maire M. Bertrand Olivier et du chef de projet Anthony Koenig, qui vont donc nous présenter en duo un chef de projet, pourquoi faire, comment eux, ils ont mis en place et quels sont tous les apports. Ensuite, on vous présentera synthétiquement ce que, entre partenaires, on identifie comme mission type, mission phare un peu d'un chef de projet en guise de conclusion ou de synthèse peut-être de ses propos, et ensuite d'avoir un temps d'échange. Donc, on vous propose vraiment aujourd'hui de vous concentrer sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'un chef de projet. L'idée étant de vous donner un maximum de réflexion, de pistes de réflexion pour concevoir la fiche de poste de vos futurs chefs de projet. Et on vous proposera un temps d'échange, un décryptage, si ça vous intéresse, mais j'ai déjà vu plusieurs questions en ce sens, en janvier, dédié à, d'une part, comment ça va fonctionner la subvention, où est-ce qu'il faut déposer la demande de subvention, qui c'est qui va l'attribuer, le calendrier, etc. Et également, comment on peut vous aider à le recruter. Donc, le côté très mécanique, détaillé de la subvention, on vous le propose autour d'une galette des rois en janvier, à distance, malheureusement, je crains, mais en tout cas, le cœur y sera. Et aujourd'hui, d'engager la discussion sur, finalement, voilà,
quel est le sens du chef de projet avant de rentrer dans l'approche peut-être un peu plus mécanique de la subvention. Ceci étant dit, et s'ils en sont d'accord, je vais laisser la parole à Bertrand Olivier et Anthony Koenig. Alors, bonjour à tout le monde. On est ensemble, donc on va avec les masques alternés. Voilà, bon, c'est technique. Alors, moi, ce que je voulais, c'est d'abord vous faire une mini présentation synthétique pour que vous connaissiez la commune et ce qui a été mis en œuvre, notamment techniquement après le chef de projet. Et après, on va discuter directement avec monsieur le maire et moi-même. Si ça vous va, on peut lancer la suite. Voilà, donc rapidement, on est dans le cas classique de ce qui sera, j'imagine, le programme Petite Ville de demain, c'est-à-dire des centralités, alors nous notamment en milieu rural, qui ont encore un gros rôle de centralité. On a collège, lycée, gendarmerie, hôpital, mais qui ont connu une forte décroissance depuis 30-40 ans pour plusieurs raisons, désindustrialisation, problème des zones rurales, étalement urbain qui se fait au détriment de la commune-centre, on connaît ça par cœur. Vous avez nos chiffres, secteur immobilier très détendu. J'irais dire, si déjà le chef de projet, c'est souvent nécessaire pour mettre en œuvre beaucoup de choses dans les collectivités, quand on est dans des zones où c'est extrêmement compliqué, il va falloir vraiment avoir de l'ingénierie pour suivre, mettre en œuvre, proposer et mettre en œuvre les projets. Donc ça, c'était uniquement pour que vous ayez un peu une idée de statistiques assez complexes, presque 25% de logements vacants, une population en décroissance, de faibles revenus, un taux de chômage élevé. Donc, tous les voyants en rouge pour que ce soit difficile. Voilà, ça c'est le contexte. Je vous laisse passer la suivante. Résultat, au centre historique, des demeures remarquables, certes par leur architecture et leur beauté, mais souvent abandonnées, beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. Donc quand vous en avez une ou deux, c'est une chose. Quand il y en a 50, 100 ou 150 dans un petit centre historique, ça devient vite beaucoup. Donc ça, c'est évidemment la matérialisation de tous ces chiffres sur le terrain, donc de ces immeubles vacants à la dérive qui sont effectivement multifactoriels. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, résultat aussi, en même temps, plutôt, je devrais dire que c'est dégradé, c'est en même temps très joli. Vous voyez toutes ces photos, ça donne envie quelque part. On se dit nos bourgs en France, nos petites villes, et aussi bien que les grandes villes avec nos paysages, ils ont tout un intérêt de conserver. Peut-être que si tout ça c'était pas très beau et qu'il n'y avait rien à sauver, c'est mort, au revoir. Sauf que là, non, on a vraiment envie de sauver nos villes parce qu'elles sont belles. Au-delà du rôle, c'est notre histoire, c'est le cadre dans lequel on vit. On n'a pas envie de laisser ça mourir. Dès qu'on y touche, ça devient beau en plus. Donc il y a peut-être en plus là-dedans les perspectives de ce qu'on pourrait être demain restent à le mettre en œuvre. Alors la suite. Merci. Voilà. Alors, le chef de projet, qu'est-ce qu'il fait? Notamment, il fait un peu tout ça. Alors, vous allez me dire, pas en même temps, je vous rassure. Vous avez tout en haut la mise en œuvre du projet initial qui avait été lancé dès 2012. Donc, c'était le comité local d'accélération des politiques publiques qui avait été une instance pour planifier une revitalisation. En gros, c'était fait avec les services de la préfecture. Il n'y avait pas encore tous ces dispositifs pour les petites villes. Desquels on avait découlé 4 grands thèmes dans lesquels, une fois qu'on a analysé, et là il faut déjà souvent un peu d'ingénierie pour analyser, mais pour analyser et pondre un projet, parfois un bureau extérieur, ça peut suffire. Mais ça, c'est juste pour proposer des pistes. Seulement après, dans chaque thème, il faut décliner énormément d'opérations. Vous voyez un petit peu la complexité des nombreux arrêtés, des projets publics et des projets privés. Les projets publics, ça peut être complexe, certes, sur les financements et autres, et là, c'est important, mais les projets privés sont souvent les plus difficiles. Multiplicité des propriétaires, variation de la typologie du bâti, contact et situation à chaque fois différente qui nécessite d'un côté de mettre en œuvre des aides et des dispositifs et de l'autre côté de s'adapter au cas par cas dans la couture, dans la chair de la ville. Et ça concerne l'habitat et ça concerne le commerce. C'est 80% du tissu urbain, c'est 80% du tissu urbain qui est privé. Et c'est là que notamment la différence se fait. Voilà. Après, ça n'empêche d'avoir aussi un rôle plus transversal. Le chef de projet doit à la fois mener chaque opération et en même temps avoir une vision globale et transversale qui permet d'aboutir à un projet cohérent. Ce qui arrive vers 2014-2015, à force d'avoir travaillé pendant 2-3 ans, parce qu'avant de faire de l'opérationnel, il y a un gros travail en chambre, si je puis dire, même si on va sur le terrain, mais rien ne se voit tout de suite. Et l'idée, c'était d'avoir un projet bien constitué. Le hasard fait que
voilà, quand le projet était bien mûr. Donc moi, j'arrive en 2012. 2014, il y a l'appel à manifestation d'intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs. On répond. Et j'ai à dire, ce n'est pas parce qu'il fallait nous sauver et que c'était sympa, Joinville, qu'on a été retenu, même si, bien évidemment, c'est vrai aussi, mais c'est surtout parce qu'il y avait une stratégie, un projet déjà bien ficelé. Donc c'est souvent le nerf de la guerre, c'est d'avoir une ingénierie qui est prête à répondre et à mettre en œuvre le projet rapidement, en tout cas dans les délais raisonnables, même si tout ce qui est procédure, bien sûr, peut être long, on le sait. Voilà, ça vous donne une vision globale. Je ne vais pas détailler chaque opération, mais voilà, c'est vraiment important. Il y a des opérations qu'on mène en direct, des opérations qu'on accompagne vers le privé, des opérations qu'on surveille chez nos partenaires aussi, qui peuvent… voilà, on ne voudrait pas avoir la maison médicale dans la zone commerciale qu'on n'aurait peut-être pas dû faire au départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est aussi parfois de notre rôle de surveiller les documents des autres pour voir que tout ça va être recentré, etc., etc. Je vous laisse passer les suivantes. Voilà, donc ça, c'est la matérialisation concrète côté projet public, là, pour le coup. Mais mine de rien, même ces projets publics où on a la maîtrise du foncier, il y a quand même à chaque fois une situation différente de gestion et aussi de gestion économique. Là où le chef de projet a un apport, c'est comment on fait mieux et que ça coûte moins cher. C'est-à-dire comment on va mettre le projet vers de la qualité tout en ayant un plan de financement qui soit le bon, en allant chercher tous les partenaires et en dynamisant le projet. Voilà, et le vendre aussi à nos partenaires qui vont nous aider. La diapo suivante, merci. Voilà, et il y a évidemment cet accompagnement des privés, je voulais simplement l'illustrer, c'est cet effet échafaudage qui en même temps redonne confiance. Donc le chef de projet, quelque part, c'est aussi celui qui va réamorcer la pompe, comme certains l'ont dit dans des autres périodes de crise, et qui va redonner confiance aux propriétaires pour monter des projets. Je peux vous dire que quand il n'y a pas eu d'échafaudage, notamment chez les propriétaires privés pendant des décennies dans un centre historique, quand il commence à y en avoir partout, ça peut redonner confiance. Et pourtant, vous avez vu nos chiffres, on était quand même dans une situation difficile et on l'est encore, en vrai, très fragile. La suite, je crois qu'il y a encore voilà, un projet avant-après. Typiquement, voilà, sur ce projet, on est sur une maison privée, donc il faut avoir le bon contact avec le propriétaire, il faut avoir le bon montage financier avec les subventions directes. On a mis en place une aire de mise en valeur de l'architecture du patrimoine qui est un volet fiscal, donc c'est à nous d'informer le propriétaire. Il ne trouve pas la solution tout seul. Donc le chef de projet, il n'est pas là uniquement pour lui dire il y a l'aide là de la Bible, il est là pour lui dire il y a toutes les autres aides qui existent. Et vous avez aussi un volet fiscal qui peut vous accompagner sur ce projet. En plus, là, on a même monté un chantier participatif et éducatif autour des couleurs. Mais voilà, là, on a été du début de la conception, de la réflexion sur on fait quoi avec cette façade défigurée jusqu'au résultat. Nous, on est là pour les accompagner. Je passe la suite. Voilà, on organise également, enfin là c'est pour le coup du côté de la ville, des visites de chantier qui contribuent à la pédagogie autour des chantiers publics, mais qui sont bien sûr l'occasion de passer des messages pour les chantiers privés, qualité des matériaux, importance d'entretenir le bâti. Voilà, la suite. Toujours ces chantiers participatifs aussi que j'ai évoqués tout à l'heure pour certaines maisons. Donc là aussi, le chef de projet chez nous, on initie, accompagne, et alors là, moi, je participe au chantier. Bon, là, c'est peut-être un truc en plus, mais en tout cas, c'est important d'être présent sur le terrain avec les gens, surtout dans nos petites villes où on peut faire corps avec la population pour être vraiment avec eux plutôt que quelqu'un qu'on peut interpeller éventuellement sur rendez-vous. La suite. Et, oui. C'est le 8 ans, oui. Et donc voilà, je voulais juste terminer la micro-présentation d'abord juste de notre contexte, notre ville et ce qu'on fait au quotidien. Voilà, c'est des résultats qui vont d'une remise en peinture d'une porte à la reprise complète d'une maison. Et pour ce faire, le chef de projet, évidemment, il ne travaille pas tout seul, mais il est accompagné et surtout, il est déjà commandé au départ, parce que moi, je ne suis pas arrivé tout seul un beau matin en frappant à la porte, mais évidemment, il est accompagné par les élus et c'est très très important pour nous en tout cas dans notre commune d'avoir un espèce de tandem particulièrement équilibré, élu, chef de projet et j'irais dire agent et ingénierie de manière générale. Je vais passer la parole à monsieur le maire de Joinville qui va peut-être aussi un petit peu évoquer pas mal de choses. Oui, alors vous l'avez vu, le chef de projet il est absolument essentiel. Alors, ce n'est pas évident au début parce qu'il faut l'imposer aux équipes municipales. Et quand vous voyez, il y a à peu près 10 ans, quand on a commencé, c'était une ville effectivement complètement à l'abandon, financièrement exsangue aussi. Et donc, quand il faut vendre, même au conseil municipal, un chargé de mission, il y a souvent un certain nombre de réticences.
Mais voilà, donc d'abord, on essaye de l'imposer à partir d'un diagnostic qui a été fait de la ville, un diagnostic complet et qui a mis en valeur effectivement qu'il y a des fortes dégradations, mais rien n'est perdu. On peut modifier les choses, on peut changer surtout un logiciel au sein de la ville. Donc le chef de projet, il est essentiel, vous l'avez vu, dans une revitalisation d'un centre-bourg. C'est un véritable couteau suisse, je vais vous dire. Mais là, alors là, on a la chance, on a un super, il doit se boucher les oreilles, mais on a un super couteau suisse avec plusieurs options. Mais c'est extrêmement important parce qu'il faut faire de la pédagogie aussi auprès des élus, tout d'abord, ça c'est important, à partir de votre expérience, mais également auprès de la population, auprès des artisans également, qui font partie prenante de cette revitalisation. Là aussi, on a la chance localement de pouvoir motiver tous nos artisans locaux. Voilà, alors la suite, effectivement, c'est un travail en commun, au quotidien, je veux dire, entre le chargé de mission et le maire, en toute confiance également. Ce sont des échanges, on n'est pas toujours forcément du même avis, on n'a pas forcément la même vision, mais on arrive toujours à confronter nos réflexions et c'est très enrichissant. Alors le profil, parce qu'on va avoir la question, c'est… Alors, on a participé à plusieurs colloques tous ensemble. Je pense qu'on a un gros problème d'ingénierie aussi en France, faut le dire. Nous, on a la chance d'avoir Anthony avec nous, mais on s'est aperçu qu'au vu de l'état de la France et de certains de nos bourgs-centres, effectivement, on aurait besoin énormément d'ingénierie. Je pense qu'on est un petit peu en retard, et c'est un retard aussi dans les mentalités. L'élu ne pense pas forcément à être accompagné par des chargés de mission. Si on le fait à une certaine échelle, je pense notamment aux communautés de communes, certaines qui sont diluées auprès de plus de 50 communes, il y a des perditions et on perd de l'efficacité. Donc, pour nous, on a fait ce choix vraiment, qui est voilà, c'est un effort aussi financier, il faut le dire aussi. On a préféré vraiment avoir notre chargé de mission pour nous tout seul. Et je vais vous dire très clairement, tout ce qu'on a pu faire depuis 10 ans, si on n'avait pas eu Anthony, ou s'il avait été à l'échelle d'une communauté de communes, on aurait mis très clairement 2 fois plus de temps. 2 fois plus de temps, ça j'en suis persuadé. Voilà, donc pour nous c'est absolument essentiel pour notre projet de revitalisation. Et voilà, et on souhaite que ça se poursuive de plus en plus. Qu'on soit aidé aussi, je pense que l'ingénierie, il faut que l'État se rende compte que c'est important de l'aider. Et c'est pas… malheureusement, vous avez des plans, les élus qui sont là le savent, on a des plans sur 3 ans, sur 4 ans. Et le temps de mettre en marche le plan, la revitalisation, pof, ça y est, on termine et on embraye sur quelque chose d'autre. Une véritable revitalisation, ça s'imagine sur 15 ans, 20 ans. Donc, il faut que l'effort, que les partenaires soient là aussi pour toutes ces années. Voilà un petit peu le message que je voulais vous donner, Anthony. Alors, moi, je vais vous dire Alors, moi, je suis un peu un monsieur cash, mais alors j'ai la chance, j'ai un maire qui est très avec vous. Vous avez vu, quand on parle de confrontation, c'est évidemment en plaisantant, c'est-à-dire qu'on va échanger de manière directe et vive. Alors, plusieurs choses. Il y a des élus qui n'aiment pas toujours, alors moi j'ai de la chance, mais j'ai travaillé ailleurs quand même. Il y a des élus qui n'aiment pas toujours qu'on dise techniquement ça va pas, ça va. Puis il y a aussi des techniciens qui adorent flatter tout ce que peut dire un élu. Alors moi je pense que c'est vraiment bien d'avoir un dialogue d'honnêteté. Nos petites villes nous permettent de l'avoir. Et je pense que c'est bien que tout le monde écoute. Nous, on s'est mis un truc en accord aussi en plaisantant. Moi, parfois, quand je vais très loin dans ce que j'imagine et que le maire me dit, je dis, mais ça, c'est votre rôle, monsieur le maire, de me dire, stop, la population n'est peut-être pas encore prête là. Je dis, moi, j'avance. Et vous me dites, voilà. Je dis, moi, je n'ai pas à me préoccuper. Moi, je vous dis, techniquement, il faudrait faire ça. Après, et vous arrivez, voilà. Nous, on s'est organisé comme ça en termes de rôle aussi de chacun. Et ça marche même pour les réunions publiques, pour plein de trucs. Et on est tellement bien huilés qu'on sait qui va dire quoi et qui va faire quoi à quel moment. Enfin voilà, on a l'habitude de bien travailler ensemble, mais c'est vraiment important humainement de s'apprécier, je m'entends, mais vraiment, y compris professionnellement parlant, ce qui n'empêche pas d'être direct et de se dire les choses. Ça permet de faire avancer la ville beaucoup mieux. Et j'allais dire avec d'autres personnes de la collectivité aussi.
Voilà, ça c'est aussi important, je voulais le dire, parce qu'il peut y avoir des défauts aussi bien des techniciens que des élus sur ce sujet. Des défauts, je m'entends, mais des mauvaises habitudes dans un pays où on est parfois encore enclin à ces hiérarchies d'une autre façon. Et deuxième chose, puisqu'on parlait du recrutement, il y a toujours attention, je sais que c'est un coût. Moi, quand je suis arrivé, je leur avais dit cash à l'entretien, si c'est pour me payer une misère et machin, j'ai dit je viens pas, je m'en moque que ce soit moins cher qu'ailleurs la vie, hein, faut pas charrier non plus. Moi, j'ai des compétences, j'ai travaillé, j'estime que je vole personne, donc ou vous me payez correctement ou je fais autre chose, il n'y a pas de souci, j'irai voir ailleurs. Mais il y a une vraie charge à un moment de faire ça. Il y a beaucoup de collectivités qui prennent toujours les moins chers. Qui vont payer à minima. Alors parfois des talents qui sortent de la fac, c'est très bien aussi. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce que si on s'organise en réseau, il faut aussi qu'il y ait quelques personnes qui aient un peu de bouteille. Mais si vous les prenez, voilà, il ne faut pas les laisser tout seuls si vous les sortez de la fac. Mais même si vous les sortez de la fac, accompagnez-les assez rapidement, s'ils sont compétents, qu'ils font affaire, on est d'accord, vers quand même une stabilisation un peu plus forte. Enfin voilà, je sais que dans ce pays, malheureusement, on a eu tendance à sous-payer, notamment l'ingénierie et la matière grise. Je le dis très honnêtement parce que je le vis. J'accompagne des étudiants dans plusieurs universités en extérieur. Je ne trouve pas ça correct parce que ça ne fidélise pas les gens. Et voilà, si on veut avoir un contre-argument pour avoir de la super ingénierie en milieu rural ou en petite ville, eh bien, il faut justement chercher les meilleurs pour avoir les meilleurs projets. Voilà un petit peu. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Chercher aussi les gens multicartes. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Moi, je suis géographe de formation, mais il y en a qui peuvent être moins taillés là-dessus ou sur d'autres choses. Mais voilà, enfin, en tout cas, nous, dans nos formations, on a quand même une vision assez globale du territoire avec tous ces emboîtements d'échelle et tous les types d'opérations. Et il faut à la fois des gens capables de faire du rédactionnel, d'être dans le bureau, mais tout aussi bien de faire de la pédagogie avec toutes sortes de personnes sur le terrain et d'être capable de monter aussi des dossiers et ne pas avoir peur de la notion d'argent, de fiscalité, de voilà. Enfin, moi, j'ai exactement là, être adaptable à toutes ces situations pour écouter. Ce qui compte, c'est que le projet sorte. Voilà. Mais moi, je travaille sans tabou en disant, ben voilà, mais ces zones, il n'aurait jamais fallu les faire. Ça, bon, voilà. Après, je suis conscient, il y a ce qui est hérité et ce qu'on peut en faire, mais il faut aussi dire les choses parce que j'ai tellement vu des diagnostics où on recensurait derrière en disant, il ne faut pas le dire comme ci, il ne faut pas le dire comme ça. Oui, mais ça, c'était peut-être pas si mal, mais ça, c'était complémentaire. Non, non, mais à un moment, voilà, il y a ce qui va, il y a ce qui ne va pas et il y a ce qu'on doit faire. Et voilà, c'est important. Et ce qui est important de dire également, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. On est un véritable laboratoire, on le fait comme ça, on peut se planter, mais on essaye d'aller au bout des choses, de certaines démarches qui sont assez complexes, que certains élus n'iraient pas forcément. Donc on se concerte, mais on va jusqu'au bout des démarches. Et tant pis, même si des fois c'est un peu compliqué, on y va. C'est ainsi qu'on a quand même organisé plusieurs arrêtés multiples et variés, plusieurs procédures. Souvent, on est en confrontation, et là, il faut le dire également, avec l'État, qui ne comprend pas forcément certaines de nos démarches. Je pense aux services fiscaux du département, pourquoi pas la DDT, pourquoi pas la sous-préfecture. On se trouve sur certains points confrontés. Alors, on s'explique. Mais voilà, donc il y a un gros travail aussi auprès de nos partenaires. Mais le message que je veux donner aussi à mes collègues élus, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout des démarches. Et il y a toujours une solution à tous les problèmes. Mais à deux, en plus, c'est bien plus facile. Merci beaucoup pour ce témoignage très riche. Il y a beaucoup de questions qui circulaient sur plusieurs sujets. J'en ai noté deux en particulier spécifiquement pour vous. Enfin, d'abord, une première réaction où vous avez des félicitations pour la transformation de Joinville. Donc, je relais, hein, je me fais que… mais je partage cette analyse. Il faut venir, en tout cas, parce qu'au quotidien, chaque semaine, il y a du changement. Une fois que la machine est partie aussi, je tiens à le dire, c'est très long, c'est comme une grosse locomotive. C'est pénible, on dit on ne verra pas. Et une fois que c'est parti, par contre, il y a un effet d'entraînement et une dynamique très vertueuse. Donc là, on a pratiquement toutes les semaines, on a des nouveautés. Donc c'est en plus très, très enrichissant et très motivant pour nous. Merci, monsieur le maire. Et également, il y avait des questions plus par rapport au positionnement et à l'organisation interne dans le fonctionnement de vos services que vous avez mis en place. Comment Anthony Koenig est positionné par rapport aux services techniques, par rapport au DGS? Est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il y a une formalisation du lien avec les services de l'EPCI? Voilà, il y avait plusieurs questions autour de ce positionnement-là.
Alors, le sujet terrible de l'EPCI, hein, si on peut l'éviter. Alors, au niveau interne, ça se passe très, très bien, en lien donc avec, il est sous l'autorité de la directrice générale des services, il est en lien avec la directrice des services techniques, et puis avec d'autres services, mais ça se déroule vraiment très, très bien dans un climat de confiance. Peut-être on doit retravailler sur plus de réunions. Là, on est un peu toujours le nez dans le guidon. Il faudrait qu'on puisse prendre le temps de se poser de temps en temps et organiser des réunions entre tous les services. Mais voilà, ça va se mettre en place pour cette mandature. Avec les élus aussi, ça se passe très bien. Alors, le PCI, c'est un petit peu compliqué. On a un contexte particulier en Haute-Marne et à Joinville, autour de Joinville, où le PCI s'est créé sans le bourg-centre. C'est-à-dire qu'en 2000, un préfet de l'époque avait dit le bourg-centre, vous faites peur à tout le monde, donc vous intégrerez la communauté de communes après tout le monde, après tous les villages. Donc les villages se sont organisés, on crée une gouvernance et le bourg-centre n'a jamais pu faire partie en tant que tel de la gouvernance de la communauté de communes. Donc a toujours été relégué à des rôles très très secondaires. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué avec, je ne vous cache pas, avec la communauté de communes, mais on a pris le parti, moi j'ai pris le parti d'avancer coûte que coûte, même de forcer la main avec l'aide du préfet pour qu'on puisse avancer sur notre AMI Centre-Bourg et demain pour les petites villes de demain. Donc la communauté de communes suit parce qu'elle ne comprend absolument pas ce qu'on fait, mais voilà, donc elle suit. Pour l'instant, il n'y a pas de blocage, mais on est toujours extrêmement limite, et on est surveillé, mais il se passe, je dois le dire très clairement, c'est très compliqué. Je pense qu'ailleurs en France aussi, oui. Non, mais c'était pas. Voilà, je vous relais les questions, oui, mais bien entendu, les situations de relations et de. Mais on peut arriver avec les uns et les autres. L'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif et c'est ce que nous essayons de faire, qu'il n'y ait pas de blocage. Et pour aller peut-être un peu plus loin sur ma question précédente, Monsieur Kobigo, revenez peut-être sur une question, enfin une approche encore plus opérationnelle. Est-ce que vous faites des revues de projet avec les services techniques de la ville? Donc c'est peut-être une question plus pour Anthony Koenig. Comment vous organisez votre travail, voilà, pour Alors, en fait, on a une relation très directe, hein, parce qu'on n'est pas non plus très nombreux à l'hôtel de ville. Je suis toujours étonné dans nos petites villes que parfois ça ne fonctionne pas. Mais j'ai connu une période où même quand je suis arrivé, c'était un peu complexe. J'avais un ancien directeur des services techniques qui avait pris cette mission comme un affront. Je vais vous passer les détails, c'est humain, hein, mais voilà, il avait un peu un blocage avec ça. En disant voilà, on n'a pas besoin de ça, ça vient contrecarrer. Alors que pas du tout, c'est un complément. Donc aujourd'hui, j'ai une directrice des services techniques avec qui ça n'a absolument rien à voir. Donc on conçoit nos projets ensemble et depuis l'année dernière, on fait même notre budget ensemble. Donc voilà, là, on a vraiment passé un cap qui n'était pas le cas du tout autrefois et ça aide, hein, parce qu'on se répartit encore mieux les tâches. Parfois, moi, j'amorce un truc d'un point de vue paysager et technique, je lance la chose, je fais le montage financier et après, elle va faire tout le suivi, par exemple, chantier, dès que ça va concerner des espaces extérieurs, chose pour lesquelles moi, je suis moins apte. Et on va même, sur certaines opérations, vraiment mieux se les répartir. Alors qu'à un moment donné, au début, il y avait vraiment une division des choses qui était assez complexe. Voilà, c'est beaucoup d'humains, hein, ça change parfois rien qu'avec les humains. Mais moi, j'ai vraiment, là, tous nos projets, on les voit maintenant ensemble. Elle nous soumet ce qu'elle pense faire dans. Alors, il y a le centre historique qui est particulièrement où je suis très vigilant et elle me soumet toutes ces interventions, des histoires de mobilier, etc. Ce qu'on n'a pas dans toutes les communes, où parfois vous avez un service urbain et patrimoine qui va surveiller qu'on ait bien une belle charte et puis le service technique décide tout seul de mettre des bancs et des lampes complètement déconnectés. Bon voilà, c'est des détails, hein, mais à la fin ça devient vite moche et c'est pas cohérent, donc on est plus cohérent nous quand on parle à la population. Alors là, franchement, ça y est, ça a été difficile au début, mais depuis que j'ai une nouvelle directrice, ça se passe très très bien. Donc oui, on revoit tous nos projets ensemble jusqu'au budget. Oui, merci beaucoup. Aussi avec les particuliers, les citoyens, pour les dépôts de permis de construire, de modification, il y a un lien qui est extrêmement fort. C'est important de parler d'une seule voix aussi, hein, que le concitoyen ne sente pas qu'il va essayer d'avoir un avantage. Voilà. Tout à fait, c'est essentiel d'avoir un positionnement de chef de projet qui est par essence transversal face à des services plus sectoriels par essence. Donc, c'est un vrai défi, effectivement, de fonctionnement interne à l'hôtel de ville qu'il faut arriver
à mettre en musique. Merci Surtout, beaucoup. il faut avoir aussi une lecture assez souple. Hein. Vous avez des fois, si vous restez sur des textes, sur des nuances de couleurs ou tout, non, à un moment, il faut savoir traduire, il faut savoir lire les chartes des engagements de manière à être le plus souple possible vis-à-vis de nos concitoyens. Là aussi, apporter de la souplesse, c'est important. Une question sur le fait que vous soyez également partie de Petite Cité de Caractère, puisque c'était effectivement le logo apparaissait sur une des diapos. Est-ce que pour vous, c'est un moteur? Est-ce qu'il y a une synergie entre votre démarche et les missions du chef de projet et ce réseau spécifique qui est Petite Cité de Caractère, qui est également partenaire du programme Petite Ville de demain. Donc on est, Tout à fait. Alors, il y a une vraie connexion. En fait, on a deux gros labels qu'on estime complémentaires, Petite Cité de Caractère et Village Étape. Et on dit souvent en plaisantant que Petite Cité de Caractère, c'est le patrimoine à condition qu'il y ait de la vie avec des commerces. Et Village Étape, c'est retour de la vie avec les commerces, mais dans un cadre plutôt joli. Enfin, ils se complètent vraiment de manière importante pour nous, les deux. Et dans le cadre de ces deux réseaux, non seulement, nous, on y est actifs, c'est un choix aussi parce qu'il y a des gens qui adhèrent à des réseaux sans y être trop actifs. Donc, nous, on participe à tout ce qui s'y passe. Parce qu'au lieu d'avoir une grande agence d'urbanisme pour une grande métropole, et bien à la place, nous, on a un réseau de tas de petites villes en France. Et ensemble, on est parfois presque plus intelligent et plus innovant. L'innovation n'est pas que dans les grandes métropoles, elle est même parfois plus facile dans nos petites villes et en milieu rural. Il faut juste oser. Donc, on est effectivement actif dans ces réseaux et ces réseaux ont une expérience. La Petite Cité de Caractère, c'est depuis 75 en Bretagne que je plaisante à peine en disant ça, qu'ils utilisent ce logiciel de revitalisation des centres-bourgs qu'on va peut-être appeler Petite Ville de demain maintenant, mais ce logiciel-là que vous mettez en place, quelque part, évidemment avec les variations des époques, eux, ils avaient déjà un peu travaillé sur ces sujets et ils ont une longueur d'avance, je trouve, là-dessus. Village Étape, en 95, se pose la question déjà du commerce de centre-bourg, des déviations, des problèmes de transport, de tas de choses, de l'accueil de nos commerçants, du commerce indépendant, de qu'est-ce qu'on fait. Alors cette année, ils sont aussi aux premières loges de toutes ces problématiques. Mais franchement, nous, ça nous a beaucoup aidé. Moi, tout seul, certes, je suis couteau suisse, hein, mais le maire, il est gentil, mais parfois, je ne sais plus, moi, quand c'est les commerces et tout, je ne suis pas spécialisé là-dessus. J'ai une formation de géographe urbaniste. Parfois, je ne sais pas trop. Mais grâce à la fédération, par exemple, je vais les contacter, que ce soit les petites cités ou villages étapes, et je vais poser des questions en disant, mais vous faites comment? Alors, parfois, quand ils ne savent pas, ils me renvoient vers une commune dont ils savent qu'ils ont fait. Donc, voilà. L'effet réseau, c'est vraiment important et enrichissant. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je crois qu'on a à peu près éclusé, et j'espère ne pas avoir fait de gros oublis, sinon je compte sur vous pour me le remettre dans le chat de questions spécifiques sur Joinville. Une nouvelle question, pardon. Et ensuite, je vous propose qu'on passe à la partie peut-être un peu plus généraliste. Il y a eu beaucoup de questions sur les mesures de soutien dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc, même si on y reviendra en détail en janvier, mais j'essaierai de vous apporter quand même quelques éléments de réponse dès aujourd'hui. Et puis, Emmanuel Lebris, donc chef de projet dans l'équipe Petite Ville de demain, ensuite vous dressera un peu le portrait rêvé d'un chef de projet basé notamment sur les retours d'expérience comme ceux d'Anthony Koenig. Mais une dernière question pour vous, monsieur le maire et monsieur Koenig. Comment vous fonctionnez avec les partenaires financiers ou en ingénierie conseil? Donc, État, vous en avez un petit peu parlé. Conseil régional, conseil départemental, ABF, CAUE. Comment vous organisez? Est-ce que vous avez des revues de projet? Est-ce que c'est au fil de l'eau? Voilà. Ça dépend des partenaires. Alors, il faut d'abord, je veux dire très clairement, il faut avoir une légitimité. C'est vrai qu'au début, on nous a regardé un peu avec des gros yeux il y a 10 ans en disant, bon, votre ville, elle ne vaut plus rien, c'est mort, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, après, c'est petit à petit qu'on obtient cette légitimité et qu'on peut monter un certain nombre de projets et être force de proposition, même vis-à-vis des autres communes du département par rapport aux projets que l'on monte. Donc, c'est beaucoup d'explications, c'est beaucoup de visites aussi sur le terrain. Mais voilà, après, on a effectivement, alors il y a des règlements, c'est là où il faut jongler, c'est-à-dire qu'entre les règlements de la région, du département, de l'État, voilà, il faut essayer de capter, c'est là la complexité, de capter au maximum des subventions. Là, en plus, on n'a pas de la Compod parce qu'elle n'est pas du tout là-dessus. Donc voilà, il faut essayer de jongler au maximum, mais disons qu'on y arrive, Mais souvent, c'est le plus pénible, c'est les chevauchements de temps, enfin des contrats. Alors le temps des contrats,
et les règlements, des chevauchements, alors qu'il faut essayer d'apporter de la souplesse. On a quelques partenaires qui sont formidables et qui apportent cette souplesse. Il faut quand même juste dire dans les difficultés, mais que ça vous aurez toujours, alors c'est le rôle de chef de projet de le régler, mais si un jour ça pouvait être mieux réglé, ce serait parfait, c'est que évidemment entre conseil régional, conseil départemental, État, chacun a ses dispositifs, il y en a qui ont des contrats, plus des choses hors contrat, il peut y avoir des appels à projets, donc vous êtes sur des temps différents, chacun établit ses contrats sur 3, 5, 6 ans, chacun fait un peu ce qu'il veut, ce qu'on peut comprendre, la légitimité, mais vous êtes toujours en train de raccrocher le contrat d'après. Quand on avait signé la MI Centre-Bourg, on s'était dit super, on va faire signer tout le monde, on y va pour 6 ans et on est tranquille. Eh ben non, ils n'ont pas tous voulu. Pour une partie habitat, la région a dit OK. D'ailleurs, le fait d'être dans des dispositifs, et on croise les doigts pour Petite Ville de demain, parce qu'en Grand Est, on ne sait toujours pas, eh bien, ça a légitimé. Par exemple, la région nous avait dit, nous, on attend. Si vous êtes en AMI Centre-Bourg, on y va, sinon on n'y va pas tout de suite. Donc ça, c'était important et ça structure notre projet. Mais par contre, il y a ce souci des temps qui se chevauchent, ou la DRAC, par exemple, la DRAC qu'on aimerait vraiment avec des gros moyens quand on a plein de monuments dans nos centres et qu'on est prêt à décoller, qui dit, écoutez, vous avez besoin d'1 million sur 3 ans, nous on donne 100 000 pour tout le département par an, donc tant pis pour vous. C'est quand même un vrai souci quand c'est l'État qui lance le dispositif que la DRAC fasse bande à part, parce que là, pour le coup, DDT, tout le monde a joué le jeu. Et puis qui ne fait pas des plans pluriannuels ou tellement rarement après tant de pression et de pleurs, ça c'est embêtant. Il y a des plans pluriannuels avec les DRAC qui seraient intéressants et on n'y arrive pas. Voilà, bon, ça c'est des choses à améliorer que je suggère. Je sais que c'est pas facile pour vous, vous pouvez pas tout régler, mais je le dis en même temps. Merci, bien pris. On essaye, on partage une partie du diagnostic, on est en train d'essayer de trouver le médicament. D'accord, merci. Mais, c'est la mode, c'est d'actualité. Le vaccin. Du coup, je vais me permettre peut-être de faire un peu, si Emmanuel m'y autorise, de reprendre la parole quelques instants pour répondre peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, et ensuite de revenir sur peut-être la fiche de poste type, pour remettre peut-être en perspective ce que vous avez dit. Effectivement, donc dans le cadre du programme Petite Ville de demain, c'est un programme partenarial, donc j'y reviendrai, mais qui associe de nombreux partenaires, notamment financiers, et en particulier la Banque des Territoires, l'ANA, le CEREMA, l'ADEME et différents ministères, et que ça soit Bercy, la transition écologique, la culture, les Outre-mer, et puis donc, au moins 5 ou 6 autres ministères. Mais il y a un engagement très fort de tous les collègues dans le programme, et ça nous donne espoir qu'on arrive à résoudre un petit peu ce genre de difficultés. Par ailleurs, le programme Petite Ville de demain, c'est le premier programme lancé formellement dans le cadre de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est un établissement public tout neuf, puisqu'il a été créé au 1er janvier dernier. Donc, il est en train de se mettre en place. Et dans le cadre de cette agence, il y a 2 dispositifs de gouvernance locale qui vont embarquer pour le Petite Ville de demain. On a les comités locaux de cohésion territoriale autour des préfets de département, qui ont justement vocation à rassembler tous les partenaires autour des projets accompagnés, et également des comités régionaux des financeurs, puisqu'il y a un certain nombre de partenaires où la maille se résume plutôt à la maille régionale. Et l'idée, justement, c'est d'avoir ces instances régulières qui permettent de mettre autour de la table toutes les leviers, on va dire, pour mettre de l'huile dans les rouages là où il peut y avoir besoin. Donc, on a un souhait fort tant au niveau national que local, que tous les rouages aillent bien dans le bon sens et dans le même sens au service des projets des collectivités. Sur le chef de projet, oui, Thomas, je ne connais pas votre nom de famille, mais me dit que c'est une question importante. Oui, vous avez raison. Sur le niveau de salaire, on va y revenir effectivement, qui est une question soulignée par Anthony Koenig. Sur le chef de projet, il y a des questions de plusieurs sujets que vous posiez. Comme je le disais, on y reviendra en détail en janvier, tout simplement parce que pour pouvoir introduire la demande de subvention du chef de projet, il convient au préalable d'avoir formalisé la convention d'adhésion entre là où les communes, en cas de groupement, le PCI concerné, le préfet de département qui représente l'État et éventuellement les partenaires locaux. Ce qui veut dire que dans l'intervalle, c'est très important de réfléchir d'une part aux mutualisations éventuelles en coordination étroite avec le préfet et ses services,
et également de préparer la fiche de poste pour être en capacité de déposer la convention d'adhésion signée. Vous pouvez tout de suite engager la demande de subvention, avoir les dépenses éligibles et procéder au recrutement et aux nominations sur ce poste-là. Donc, il y a ce petit temps de finalisation de la convention d'adhésion qui est un document assez court, mais qui est important pour pouvoir permettre le déclenchement des subventions sur la chefferie de projet, qu'on vous invite à mettre à profit pour vraiment voilà, travailler sur quelle est la mission, quelles sont les missions plus exactement que vous confierez au chef de projet, avec quel portage, quel périmètre. Et c'est pour ça que ça nous semblait indispensable assez rapidement de tenir ce webinaire pour alimenter vos réflexions et on l'espère pouvoir vous apporter quelques pistes. Du coup, sur les chefs de projet, alors rapidement et encore une fois, d'une part, vous aurez un question-réponse écrit. Donc, ce que je vous dis là, vous l'aurez comme ça, vous aurez trace, vous aurez les éléments précis. Et puis, on y reviendra de manière très détaillée, exclusivement dessus en janvier. Le chef de projet, il est bien prévu pour la durée du programme jusqu'à 2026. Alors, j'entendais monsieur le maire dire ça s'inscrit sur plusieurs dizaines d'années. Alors, bon, le programme déjà est calé sur la durée de votre mandat, ce qui était déjà un affichage important en termes d'engagement du gouvernement à accompagner dans la durée de leur mandat déjà les élus qui s'inscrivent dans le programme. Donc, voilà, donc la durée, c'est de la subvention et la durée du programme. C'est un financement à hauteur de 75% du salaire, sachant qu'il n'y a pas d'obligation à faire une OPA, donc une opération complexe d'amélioration de l'habitat, mais on vous invite fortement tout de même à envisager cet outil qui est très adapté à un grand nombre de communes qui entrent et qui ont vocation à entrer dans le programme Petite Ville de demain. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un outil à votre service, au service de votre territoire, qui peut paraître, il porte sa complexité dans son nom, mais c'est aussi un outil très, très puissant pour améliorer sensiblement l'habitat qui est porté par l'ANA. Donc, le collègue de l'ANA est présent et pourra répondre à vos questions si vous en aviez sur le sujet. Mais voilà. La mutualisation, alors le principe, oui, à partir du moment où derrière une petite ville de demain, il y a plusieurs communes regroupées, c'est qu'ils partagent la chefferie de projet. Il peut bien entendu y avoir des mutualisations entre petites villes de demain. Tous ces éléments-là, ce sont vraiment les préfets, encore une fois, de département, qui sont les délégués territoriaux de l'agence, qui sont vos interlocuteurs pour y travailler de la manière la plus appropriée possible. Le portage du poste de chef de projet, ce n'est pas nous qui le décidons. Il peut être auprès d'un maire, il peut être auprès de plusieurs maires. Dans Action Cœur de Ville, c'est le cas. J'ai en tête un chef de projet qui est entre deux communes, Action Cœur de Ville, et rattaché aux deux maires directement. Il peut être attaché à un EPCI, il peut être attaché à un pays, si c'est le souhait des communes de le faire porter. L'important, Anthony Koenig le dirait sûrement mieux que moi, c'est que vous soyez sur une échelle opérationnelle qui fasse sens par rapport au territoire et à vos spécificités. Et ça, c'est vraiment à vous de le construire avec les services de l'État et les partenaires en local. En termes de financeurs, un point important, effectivement, on a plusieurs financeurs qui vont permettre cette subvention importante de chef de projet. On a l'ANA, que j'évoquais, qui intervient à partir du moment où il y a une opération OPA. On va voir la Banque des territoires, qui est une action inédite de soutien en ingénierie dans le cadre de Petites Villes de demain, et on les en remercie très chaleureusement. Et ils participent également aujourd'hui et pourront répondre à vos questions éventuellement. On a l'ANCT intervient, l'État également. Donc, on a et dans certaines régions ou départements, des collectivités, si elles le souhaitent, peuvent aussi participer au financement du chef de projet, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on aura un temps de présentation en janvier détaillé. Ce qu'on envisage, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'essayer de vous simplifier la vie, puisque comme vous le voyez, vous allez avoir des subventions composites venant de plusieurs financeurs. Et nous sommes en train de travailler tous ensemble à faire en sorte que vous ayez un gros dossier à déposer une fois et pas auprès de 4 ou 5 guichets.
C'est pour ça que je me permets de prendre quelques semaines avant de vous faire le webinaire complet pour pouvoir vous présenter le process tout propre. Mais on est en train de travailler sur cela et que la plateforme de dépôt des demandes de subventions qui seront instruites au niveau local soit déployée début 2021. Ah oui, alors le recrutement, est-il obligatoirement? Ce qui est obligatoire, c'est que le ou la chef de projet soit dédié à ses missions. Emmanuel y reviendra. C'est une création de poste supplémentaire. Ce n'est pas un DGS qui devient chef de projet. Ce n'est pas un responsable d'un service technique qui est Habitat, qui est transformé en chef de projet. C'est un chef de projet à part entière. Donc, c'est une création de poste. Après, qui est nommé dessus, ça peut être un contractuel, ça peut être un fonctionnaire en détachement. Doit-on attendre? Ah oui, alors je reviendrai après. Je regarde juste, est-ce que j'ai oublié quelque chose important? Niveau crédit complémentaire, mutu. D'accord. Doit-on attendre le dépôt du dossier de subvention avant de lancer le recrutement? De toute façon, avant de lancer le recrutement, je vous invite quand même à en parler avec le préfet ou son représentant. C'est important. Puisque c'est lui qui pourra vous donner quand même des garanties sur le fait que ce que vous envisagez est bien dans les clous, et donc derrière, de faire en sorte que l'examen de la demande de subvention se passe le mieux possible. Ayez en tête que dans le programme Petite Ville de demain, il y a un collectif d'acteurs, que ce soit État, Banque des Territoires, ANA, CEREMA, l'ensemble des partenaires, qui se mobilisent au niveau national et local autour de vos projets. Donc profitez-en. On a comme c'était évoqué, vous avez une totale légitimité à aller voir en disant voilà, j'ai tel sujet, aidez-moi en amont. L'idée, c'est vraiment de vous déminer au maximum en amont. Donc, n'attendez pas, ne faites pas les choses de votre côté en arrivant avec quelque chose de tout ficelé. Autant profiter de cette attention et de cette mobilisation au service de vos projets pour anticiper tout ça. Les questions, effectivement, de manière générale, je vous invite quand même à recevoir le dépôt d'attestation d'éligibilité de votre dossier de demande de subvention avant d'engager des démarches. Alors, la publication de la fiche de poste, il n'y a pas de souci, mais ne recrutez pas tant que vous n'avez pas eu l'attestation du préfet, sinon vous risquez ça risque de ne pas être éligible. Il est déjà 47. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions sur les sujets. Donc, en gros, en très résumé, retenez, il y a bien un financement à 75% d'un poste de chef de projet sur la durée du programme, et c'est obligatoirement une création de poste. Ça ne peut pas être un poste déjà en place qui est transformé en chef de projet. Ensuite, oui, il peut y avoir des doublons. Chef de projet et manager de commerce, ce ne sont pas les mêmes missions, et donc vous pouvez cumuler les deux. Il y a un sujet autour des mutualisations qui doit se résoudre au niveau en lien avec les préfets. C'est vraiment dans le dialogue avec vos interlocuteurs en local que ça va se résoudre. Du coup, je vous propose, on reprendra ces questions-réponses dans le petit document de synthèse du webinaire, et puis on y reviendra en détail en janvier. Et je vais passer la parole à Emmanuel Lebris qui va revenir en synthèse sur les rôles et missions d'un chef de projet. C'est un document qui a été travaillé au niveau national avec les financeurs du poste, donc avec l'ANA, avec la Banque des Territoires. Emmanuel, je te laisse la main pour présenter cette synthèse. Oui, merci. Héloïse, je veux bien que tu passes au slide suivant. Donc, qui est une synthèse de ce qui constitue un poste de chef de projet et sur lequel Anthony Koenig est largement revenu. Donc, vous aurez peut-être le sentiment que c'est un peu redondant, mais à la fois, voilà, on est bien sur 4 grandes missions majeures du poste de chef de projet. Tout d'abord, dans la phase de définition et du projet territoire, il est bien là à la manœuvre pour coordonner la conception ou alors l'actualisation du projet de territoire. Vous avez quelques exemples de missions un peu plus spécifiques que cela recouvre. Donc, c'est-à-dire, c'est par exemple le recensement de tout ce qui a déjà été produit ou ce qui concerne le territoire, les schémas, les différents plans locaux d'urbanisme, etc., qui peuvent exister et qui peuvent influencer et déterminer la stratégie territoriale. Il est là aussi pour pouvoir définir les besoins en ingénierie, donc tout ce qui doit pouvoir aider à compléter ou à préciser le projet de territoire.
on retrouve également d'autres missions comme la coordination dans cette phase de toute l'expertise nécessaire et des partenaires donc, qui sont susceptibles de contribuer à la définition de ce projet de territoire. Et enfin, il est également aussi là dans une démarche de conception et de rédaction des documents justement qui peuvent être nécessaires pour contractualiser le projet, les financements, la convention cadre, la convention OPA-RU par exemple. Sur une seconde mission qui arrive dans un temps à la fois en parallèle et peut-être dans un temps secondaire, c'est la mise en œuvre du projet d'action opérationnel dans lequel le chef de projet est là pour coordonner les opérations, vérifier leur faisabilité. On évoquait l'OPA-RU, le poste de chef de projet est là aussi pour coordonner cette action ou s'appuyer en tout cas sur les équipes au sein de l'équipe municipale ou intercommunale dans cette définition de l'OPA-RU. Il est également là aussi pour gérer le budget. Anthony Koenig l'a évoqué, dans une transversalité aussi avec les services auxquels il appartient. Enfin, il est là aussi pour, donc, de façon générale, organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires. On l'a déjà évoqué. Il est là aussi pour identifier les points d'alerte dans des discussions permanentes avec le maire, comme on l'a vu. Et puis, ce n'est pas un travail de bureau. Anthony Koenig l'a largement évoqué. C'est un travail aussi de terrain, d'information de la population, des acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs, donc privés ou publics, et l'ensemble des partenaires. Donc, c'est vraiment fédérer et faire en sorte que chaque projet, chaque partenaire puisse apporter sa pierre au bon moment et dans les meilleures conditions possibles. Et puis, un dernier point sur lequel on souhaite aussi apporter des éléments, c'est que et Anthony l'a évoqué dans le cadre de l'expérimentation et sa volonté aussi de participer au réseau. Le but, un des points sur lequel il est important de pouvoir agir, et c'est sur quoi on va aussi travailler dans le cadre du Club Petite Ville de demain, c'est aussi pouvoir échanger entre pairs, partager les expériences au sein d'un réseau local, au sein du réseau national, de pouvoir partager aussi les documents qui ont pu être produits, leur méthodologie, pour faire en sorte que ça puisse bénéficier à un plus grand nombre et être bénéfique à tous. Voilà rapidement les 4 grandes thématiques sur lesquelles on s'est accordé entre partenaires, donc par un travail avec la Banque des Territoires, l'ANA et le CEREMA, qui, je crois, qui vraisemblablement recroisent bien les enjeux et les missions qui ont été soulevées par le binôme de Joinville. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je regardais les questions. Je vous propose, il est prêt, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble et je tiens à tenir ce créneau dans vos journées que je sais chargées. Du coup, on ne va pas poursuivre, mais clairement, on n'a pas du tout éclusé cette question. Une articulation, si le chef de projet est lié à la ville, qui ok. Bon, il y a des questions peut-être un petit peu plus précises sur lesquelles on répondra par écrit. J'ai peur que ça nous emmène un petit peu loin si on s'aventure sur ce sujet maintenant. Peut-être un point important aussi que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, qui avait été posé sur le recrutement. Donc, bien évidemment, c'est vous qui assurez le recrutement. Vous avez bien... donc c'est ça. On est en train de regarder comment faire pour vous aider au mieux dans ce recrutement. L'idée, comme c'était évoqué, on va avoir un sujet de mise en visibilité. Donc, on est d'une part en train de travailler à la mise en visibilité des fiches de poste que vous ferez paraître et puis aussi d'activer les différents viviers et réseaux dans lesquels on sait qu'il peut y avoir des potentiels candidats intéressants et intéressés pour connecter un peu, si je peux me permettre cette approche un peu triviale, l'offre et la demande sur le marché du chef de projet qui s'annonce pour 2021. Recrutement ville ou PCI, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas à nous de trancher à quel niveau et les relations entre communes et EPCI. Donc, ça peut être à cheval entre plusieurs communes, ça peut être sur une commune, ça peut être à l'échelle de l'EPCI, ça peut être un PETR. C'est à vous de décider. Voilà.
Avez-vous... Ah ben voilà, très bien, comme ça me permet de conclure. Merci pour cette question. Sur la désignation des villes, donc lors du comité interministériel aux ruralités le 14 novembre dernier, ont été annoncées les petites villes de demain de Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'île de la Réunion. Et l'ensemble des petites villes de demain vont être désignées d'ici la fin de l'année, qui arrive à grands pas, et même avant Noël. Ce qui veut dire qu'on aura des annonces cette fin de semaine, la semaine prochaine, peut-être encore juste avant Noël. Mais normalement, pour la trêve des confiseurs, toutes les cartes seront sorties et on pourra tous sereinement préparer 2021. Où et quand retrouver les réponses à toutes les questions posées aujourd'hui. Donc, nous allons d'une part reprendre cette vidéo, enlever juste le début et la fin et la mettre sur la chaîne YouTube qu'on est en train de mettre en place. Nous vous enverrons directement, puisque nous avons vos mails que vous nous avez communiqués. Donc, on vous adressera le lien vers la vidéo, le petit question-réponse sur la base des questions que nous avons évoquées aujourd'hui. Et puis, on verra s'il y a des documents complémentaires à vous faire passer. Nous avons ouvert le week-end dernier une page LinkedIn pour les actualités du programme. Donc, vous pouvez facilement le retrouver si vous le souhaitez. Les petites villes de demain vont recevoir une newsletter mensuelle avec les actualités du programme. Donc, on relaiera également ces éléments. Et puis, vous avez sur la diapositive l'adresse mail institutionnelle du programme. Donc, n'hésitez surtout pas à vous en servir. C'est nous qui sommes derrière et on se fera un plaisir d'y répondre. Comme je vous le disais, ce sont vraiment les préfets et leurs services qui sont à vos côtés au quotidien. Nous, on vise à concevoir la boîte à outils la plus utile possible pour vous et à la main des services pour vous aider. Donc, on est vraiment à votre écoute sur les besoins que vous pouvez avoir en termes d'outils opérationnels, de mise en réseau, d'envie de témoigner aussi. Si vous avez un sujet que vous avez envie de mettre en débat ou de partager, n'hésitez surtout pas. Et puis, rendez-vous dans des formats de ce type-là en janvier pour d'autres décryptages. Et puis, on va ensuite engager différentes actions. En tout cas, on est vraiment ravis de vous rencontrer virtuellement. On a hâte de pouvoir venir visiter vos territoires. Merci encore beaucoup, monsieur le maire, et d'avoir participé, de nous avoir également prêté votre chef de projet à vos côtés pour témoigner. Je vois dans les retours que ça est en tout cas très riche. Il me reste encore une fois à remercier Héloïse Thibault, Mathilde Fraisse et Chloé Carpentier qui ont assuré toute la logistique en amont et pendant ce webinaire. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et des belles fêtes. Au revoir. Au revoir et merci.